Oui, merci beaucoup. Je voudrais poser deux questions. Tout d'abord, vous avez mentionné l'inquiétude que l'Iran pourrait détourner certains de ses matériels nucléaires pour la production d'armements. Quel est l'état du débat sur la Banque internationale de combustible nucléaire qui pourrait aider à résoudre ce genre de problème? Et la deuxième question, vous avez parlé de la gestion du cyberespace, du fait que l'Internet est en fait un réseau assez lâche de différentes organisations. Mais je pense qu'il y a différents gouvernements qui partagent différentes valeurs et Thierry de Montbrial a parlé notamment de la diversité croissante de notre monde. Lorsqu'il s'agit de sécurité dans le cyberespace, il y a différents risques. Vous avez parlé par exemple du cybercrime, du cyberespionnage et du cyberterrorisme. Tout cela, ce sont des questions où beaucoup de pays sont unis. Il y a des traités, il y a des accords qui sont passés. Mais une autre grande question qui se pose, c'est la question des droits de l'homme et du caractère ouvert d'Internet. Et hier, Hillary Clinton a parlé a attaqué les pays qui sont contre la vision, qui s'opposent à la vision américaine d'un Internet ouvert et anonyme. Est-ce que vous pourriez commenter cela? Et bien sûr, la Banque de carburant nucléaire internationale. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une telle banque et qu'est-ce que cela apporterait et quel est l'état actuel des choses? Ces dernières années, de plus en plus de pays ont témoigné d'un intérêt pour la génération d'énergie nucléaire et donc il faudrait davantage de carburant nucléaire. C'est donc tout à fait normal que ces pays envisagent la mise en place de centrales nucléaires s'inquiètent du manque éventuel de carburant. Et l'idée, c'est donc de développer de telles banques afin d'être préparé à des situations où il y aurait une pénurie pour des raisons autres que commerciales. Nous avons reçu un certain nombre de propositions à cet égard. La Russie, par exemple, a proposé de mettre en place une banque internationale de combustible nucléaire et ceci a été adopté par l'organe de décision de la IEA et une décision a été prise il y a 2 ans et de l'uranium est stocké dans cette installation. Donc il y a une telle banque internationale. Une autre idée, c'était de mettre en place une banque de combustible nucléaire de la IEA. Et là, une décision également a déjà été prise et nous sommes actuellement en train de mettre cette décision en œuvre. Nous avons invité un certain nombre de pays à accueillir cette banque et un pays s'est porté candidat pour accueillir cette banque de combustible nucléaire et nous sommes actuellement en train de faire les travaux préparatoires nécessaires, les appels d'offres, la préparation des contrats, etc. Nous devons également réunir les fonds nécessaires pour acheter l'uranium à faible émission. Nous avons également une proposition du Royaume-Uni qui propose de donner une garantie sur l'approvisionnement en uranium enrichi.
Donc nous avons maintenant une banque internationale de combustible, un système de garantie et une autre banque de combustible nucléaire est en cours de préparation. Deux questions. Eh bien, tout d'abord, dans votre question, lorsque vous parlez de cybercrime, de cyberguerre et de liberté d'expression, cela reflète le fait qu'Internet reflète tout ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a des pays qui ont proposé longtemps un traité sur la guerre via Internet et d'autres pays sont contre parce qu'il est très difficile de vérifier l'application d'un tel traité. Ceci étant dit, est-ce qu'il devrait y avoir une convention de Genève pour l'Internet? C'est une question vraiment importante parce que dans la guerre traditionnelle, le champ de bataille est naturel et dans la cyberguerre, le champ de bataille est créé par l'homme. Et la réussite dans une telle guerre peut impliquer l'utilisation de différentes installations du secteur privé. Et le défi pour les pays, pour le secteur privé et pour les citoyens, c'est qu'Internet, c'est quelque chose qui est partagé. Il y a là tout à la fois des gouvernements, des individus et le secteur privé, avec la liberté d'expression, avec des dispositifs pour l'espionnage, des dispositifs qui peuvent servir pour la guerre et par exemple, vous pouvez physiquement, dans une guerre physique, mettre une marque avec une croix rouge sur des immeubles pour dire qu'il ne faut pas bombarder ces immeubles parce que c'est protégé par la Convention de Genève, etc. Mais ça, c'est pas vraiment applicable à un espace artificiel tel que le cyberespace. Il y a un groupe d'organisations non gouvernementales et d'entreprises qui s'engagent pour la protection de la liberté d'expression sur Internet. Mais la liberté d'expression, c'est un continuum. Et d'un côté de ce continuum, nous avons les États-Unis avec toute la liberté d'expression la plus complète, où rien n'est interdit. Nous avons d'autres pays, y compris des pays démocratiques, où c'est beaucoup plus réglementé, comme par exemple l'Allemagne, le Canada, où il y a des lois contre l'expression des néo-nazis, les incitations à la haine, etc. Et il y a des différences culturelles, donc d'un pays à l'autre, concernant la liberté d'expression et également des différences entre les différents types de gouvernements. Et c'est toujours un point qui peut être contesté. Par exemple, le G8 avait développé toute une série de principes autour du crime sur Internet et certains pays étaient tout à fait d'accord là-dessus et d'autres disaient nous allons parler de la restriction de la liberté d'expression. Et donc, en fait, nous avons eu un accord général plus un addendum qui n'a pas été signé par tout le monde, notamment pas par les États-Unis. Et je voudrais ajouter une chose. J'ai toujours été étonné. Souvent, on se tourne vers un problème avec un certain état d'esprit et on ne regarde pas toujours les autres possibilités. Et très souvent, la question de la liberté d'expression sur Internet est posée en termes de non-censure. Mais pendant le printemps arabe, il y a eu une utilisation d'Internet et Vodafone a dû envoyer, était censé envoyer un message qui n'avait pas l'approbation du gouvernement. Et si Vodafone avait lancé ce message, l'entreprise aurait perdu sa licence. Donc il ne s'agit pas toujours d'une liberté d'expression. Il y a différentes manières de faire pression, pas seulement une censure directe. Voilà, je vous remercie. Je crois que
Nous avons eu un débat tout à fait intéressant. Merci à nos orateurs. Merci aussi au public qui est resté jusqu'à la fin.